bon, en 2023, on ne peut pas dire que l'environnement économique soit super pour les développeurs. Si en rajoutant ça en plus les nouveaux outils d'IA qu'il y a sur le marché, on se rend compte que ça devient un peu compliqué d'être développeur, en tout cas si on n'est pas super expérimenté. Dans ces vidéos, je vous promets du lourd, on va parler code, on va parler technique, et on va parler de tout ce qui est indispensable à savoir dans JavaScript, les choses des fois aussi un peu cachées, peu connues, pour devenir tout simplement un tueur en JavaScript, avoir de super fondamentaux. Donc ça va être le genre de truc à savoir sur JavaScript, pour ne pas se retrouver dans des missions avec des bugs pénibles à corriger. Comme toujours, vous me connaissez, avec de la vulgarisation et sans prise de tête. Des choses qui sont avancées, moins avancées, mais des choses qu'il faut absolument savoir pour être un expert JavaScript. Alors juste avant de commencer, moi si tu ne me connais pas, je suis dev, je suis développeur front-end freelance, j'ai travaillé avec des startups, des scale-up, des entreprises, très typées startup quand même, middle stage, early stage, juste avec un fondateur, en scale-up, avec 40 développeurs. Donc j'ai une expérience qui est assez intéressante. Alors si tous ces sujets t'intéressent, le code, le freelancing, le business, la tech, la liberté, je te recommande de t'abonner, je t'invite à t'abonner, tu le regretteras pas. C'est parti, on commence par le premier point, c'est du lourd. C'est un petit peu long, les autres seront plus courts. Première chose, parlons de l'univers JavaScript et de ses imperfections. Par exemple, je ne sais pas si tu savais, mais si tu fais console.log 0,2 plus 0,1 est égal 0,3, ça va te retourner false. Tu devrais dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça devrait te retourner true. Mais pourquoi ça retourne ça? Tout simplement parce qu'en JavaScript, les chiffres ne sont pas exacts, ils ne sont pas ronds, ils sont pas. En fait, c'est pas 0,3. Ce qui existe, c'est 0,3, 0,00000000004. Parce qu'en fait, les chiffres sont calculés sur la virgule flottante. Autre chose à comprendre, c'est que dans JavaScript, les variables ne sont pas des valeurs. Les variables pointent vers des valeurs. Et les valeurs primitives, c'est-à-dire string, boolean, null, undefined, big int, sont des valeurs qui existent une seule fois en allocation mémoire. Par exemple, la valeur 3, si tu crées une variable 3, le chiffre 3, et que tu crées une deuxième variable qui pointe donc vers ce chiffre 3, le chiffre 3 n'existe qu'une seule fois en mémoire. Et pour les objets, c'est différent. Les objets ne sont pas des valeurs primitives. Quand tu crées un objet vide et que tu recrées un objet vide, les deux objets existent en mémoire. Par exemple, si on dit let banana est égal objet vide et qu'on dit cherry est égal banana, dans ce cas-là, cherry pointe vers l'objet banana. Par contre, si ensuite on dit cherry est égal objet vide, donc ça va créer un deuxième objet. À chaque fois que tu crées un objet vide, ça crée un nouvel emplacement en mémoire. Si tu crées par exemple console object is 2,2, c'est-à-dire comparer est-ce que 2 est égal à 2, ça te dira true. Par contre, si tu dis console object is object virgule object, c'est-à-dire est-ce que le premier objet est égal au deuxième objet, qui sont tous les deux vides, là par contre ça te répondra false. Tu pourrais être tenté de dire qu'ils sont égaux, puisque ce sont deux objets vides. Eh ben non. Allez, je continue à faire mon geek. Si tu tapes console type of object, ça te retourne object, c'est bien ce que tu attendais. Par contre, si tu tapes console type of array, ça te retourne aussi object. Pourquoi ça retourne object et pas array? Parce qu'en fait, dans JavaScript, l'array n'existe pas en réalité. L'array n'est juste qu'un conteneur d'objets, c'est juste une représentation d'un assemblage d'objets. Donc en fait, ça retourne aussi objet quand tu tapes type of array. Tout ce que je te raconte, je le sais, je l'ai appris du maître qui s'appelle Dan Abramov, de qui j'ai appris et que je remercie avec beaucoup de gratitude quand j'apprends des choses que je ne connais pas. Donc comme je l'ai dit juste avant, si tu tapes console.log 0,2 plus 0,1 est égal 0,3, ça te retourne false. Et il faut savoir deux choses dans JavaScript, c'est que les chiffres sont calculés sur la virgule flottante, c'est pas 0,3. Et aussi, il faut savoir que plus tu t'éloignes de 0, en positif ou en négatif, plus les chiffres deviennent imprécis. En fait, dans JavaScript, il y a une limite à partir de laquelle les chiffres ne sont plus précis, ça devient un peu le bordel. Si tu tapes par exemple console number, tu verras qu'en fait, tu as la définition du chiffre minimum et maximum à partir duquel les chiffres deviennent vraiment imparfaits ou vraiment où ça commence vraiment à déconner. Donc par exemple, si tu tapes console number max safe integer, ça te donne un chiffre. Si tu rajoutes plus 1, ça va être bon aussi. Par contre, si tu rajoutes plus 2, ça déconne en fait, ça n'a rien ajouté. Si tu rajoutes plus 3, c'est bon. Si tu rajoutes plus 4, c'est bon. Si tu rajoutes plus 5, hop, ça déconne en fait. Ça n'a pas ajouté de chiffre. Pourquoi? En fait, c'est resté sur 96. Pourquoi? Parce que voilà, les chiffres sont imparfaits dans JavaScript, c'est calculé sur la virgule flottante. Et donc, des fois, tu as des résultats bizarres. Et donc, d'ailleurs, voilà pourquoi sont arrivés il y a quelques années
en 2020, c'est assez récent, sont arrivés les big ints, les grands nombres, donc valeurs primitives, avec lesquelles tu vas pas avoir de problème. Si tu tapes console.log un chiffre et que tu rajoutes n derrière, ben ça signifie qu'en fait le chiffre est un big int. Et là, tu pourras additionner des chiffres et ça te donnera plus de résultats bizarres comme on a vu juste avant, ça te donnera plus d'erreurs. Voilà pour l'univers et les imperfections de JavaScript. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs, il y a très peu de formations sur le sujet d'ailleurs. Si tu lis la doc JavaScript, faut lire entre les lignes, quoi. Numéro 2, si tu sais pas faire un tri en JavaScript, si tu sais pas déplacer, interchanger la place de deux objets dans un array, c'est que clairement, tu as encore des choses à apprendre, quoi. Et je dis ça parce que dernièrement, j'ai travaillé dans une mission avec un développeur qui pourtant avait fait un bootcamp très réputé en France, qui avait 3 ans d'expérience et qui ne savait pas faire interchanger deux objets dans un array. Enfin, il savait le faire, mais disons que son code faisait 30 lignes, alors que normalement, ça doit te faire, tu utilises le splice. Et donc, comment on fait un splice? Je te le montre à l'écran. Déjà, on passe l'array avec lequel on va travailler pour modifier les objets. On va créer un nouvel array. Toujours, on crée des fonctions pures, donc on ne veut pas modifier la variable qui pourrait se trouver ailleurs dans le code. Non, on crée un nouvel array dans la fonction et ensuite on modifie avec un splice. Donc voilà la bonne manière de le faire. Un truc essentiel, si tu veux devenir un expert en JavaScript, c'est important de savoir utiliser tout ce qu'il y a dans la doc, toutes les fonctions pop, push, find index. Quand on ne sait pas faire ça après 3 ans, c'est qu'on a manqué un truc. Là, il faut avoir du self-control, hein, je vous assure. J'espère que vous me comprenez, abonnez quand même, parce que ça vous embêterait pas quand vous donnez tout, vous expliquez tout, vous donnez même les exemples de code, vous faites des meetings et à la fin, vous vous retrouvez avec un code pourri. Parce qu'en fait, la personne qui a travaillé sur le code, elle a disparu. Elle est partie, c'est volatilisé dans la nature. Et le code qu'elle a laissé, c'est moi qui m'en suis occupé. Concept super important à connaître en JavaScript, l'immutabilité. La chose à connaître si vous voulez vous éviter d'avoir des bugs à foison dans vos applications. Alors c'est un concept qui est compris par des développeurs qui sont expérimentés. Peut-être que vous connaissez ça. C'est lié au concept de fonction pure. C'est créer des fonctions qui n'ont pas d'effet indésirable, qui n'ont pas d'effet caché, qui vont donc après générer quantité de bugs dans votre application qui vont être difficiles à repérer et donc vous perdez du temps et donc on ne veut pas des gens qui ne savent pas créer des fonctions pures dans les missions de développeurs ou les jobs de développeurs. Les fonctions pures, donc c'est lié au concept d'immutabilité. On ne veut pas muter à l'intérieur de nos fonctions, toucher à des variables qui sont à l'extérieur de nos fonctions. À chaque fois que vous les modifiez, par exemple un array, un objet, une variable plutôt, eh ben, vous allez donc recréer à l'intérieur une nouvelle variable plutôt que faire appel à la variable qui se trouve à l'extérieur de votre fonction que vous allez modifier. La bonne pratique d'immutabilité et de fonction pure, donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à chaque fois que vous créez une fonction, vous allez recréer à l'intérieur de votre fonction la variable, l'objet, l'array que vous voulez modifier. Vous n'allez pas modifier, vous n'allez pas faire appel à la variable qui se trouve à l'extérieur de votre fonction. Pour pas justement avoir un effet indésirable, une variable modifiée et qui vous gêne ensuite quand vous a rappelé, quand votre application en run et que vous lancez d'autres fonctions. Si cette variable a été modifiée entre temps, en fait vous avez un bug qui s'est intégré dans votre application là pendant qu'elle run et donc c'est très difficile des fois à repérer. Donc ça, concept super important, savoir créer des fonctions qui sont pures, qui n'ont pas d'effet indésirable, qui ne modifient pas des variables à l'extérieur de votre fonction. Vous créez toujours une variable nouvelle, fraîche, que vous voulez modifier ensuite. C'est pas grave si ça crée une nouvelle allocation mémoire. Et donc la bonne pratique, attention, quand vous voulez modifier un array, donc dans votre fonction, vous allez créer une variable avec l'array qui est spread, les 3 petits points. Donc 3 choses à retenir sur l'immutabilité et les fonctions pures. Donc on veut des fonctions qui soient faciles à débug, on crée des fonctions qui ne font pas appel à des variables à l'extérieur des fonctions, on crée une nouvelle variable qu'on veut modifier à l'intérieur des fonctions. Deuxième chose, ceci va nous éviter d'avoir des effets secondaires, des effets de bord. Troisième chose, ça va nous permettre de faire du testing unitaire fiable. On a des fonctions qui sont pures, quand on les teste, on sait qu'elles fonctionnent. D'ailleurs, on ne peut même pas rentrer sur une mission long terme si on ne comprend pas ça, puisqu'en fait, ça va créer des bugs aléatoires qu'on ne comprend pas, très difficiles à repérer, même pour des gens très expérimentés. Allez, on garde le rythme. Tu es encore peut-être pas trop expérimenté. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'utiliser tout le temps un point map et un filter à chaque fois que tu veux faire un tri, à chaque fois que tu veux interchanger des choses dans un objet, le retrier différemment. Il faut savoir utiliser les possibilités de la documentation ECMAScript, la documentation VanillaScript aussi, comme on dit.
Donc savoir utiliser le find index par exemple, savoir définir la position, l'index d'un objet dans un array, ou savoir utiliser le push, le pop, le find, savoir utiliser le reduce. Il faut savoir utiliser toutes les possibilités de la documentation ECMAScript pour faire ce qu'on appelle de la programmation fonctionnelle. Programmation fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, ça crée des fonctions qui utilisent les possibilités de ton langage de programmation. En fait, tu utilises ce qu'il y a dans la doc. Ces fonctions ont été créées parce qu'elles sont performantes, elles sont plus courtes, donc il faut savoir les utiliser. Il faut donc arrêter de toujours utiliser un point map et un point filter comme certains font, et comme moi je faisais aussi, pour à chaque fois que tu as un problème, quoi. Il y a d'autres possibilités dans JavaScript, et donc il faut savoir les utiliser pour faire ce qu'on appelle pour créer de la programmation fonctionnelle. Comme toujours dans la programmation, derrière les termes qui sont très compliqués ou qui peuvent paraître compliqués, il y a souvent des concepts qui sont très simples. C'est un des grands paradigmes de la programmation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont développées en programmation fonctionnelle, et le deuxième paradigme, donc, c'est la programmation orientée objet, et on en parle tout de suite. Dans JavaScript, il faut savoir utiliser les classes. Les classes, c'est un concept qui est assez commun à beaucoup de langages. Dans PHP, par exemple, tu as les classes. Dans C++, je crois que c'est le cas aussi. Dans JavaScript, c'est arrivé assez tard d'ailleurs. C'est arrivé en 2015. Et à quoi servent les classes? Justement, ça te sert à créer de la programmation orientée objet. On utilise des classes à la fois pour regrouper des fonctions qui font des choses similaires. On va créer une grande classe commune pour regrouper ensemble des fonctions qui font des choses similaires. Et donc, le fait de regrouper des fonctions comme ça, on crée ce qu'on appelle de la programmation orientée objet. Ce sont des objets. Et donc, ça permet d'avoir une programmation qui peut être intéressante, qui peut être pratique. Et donc, parfois, on peut même mixer ça aussi avec de la programmation fonctionnelle. Parfois, on peut retrouver même les deux dans un projet. Et donc voilà, une des grandes choses à savoir dans JavaScript aussi, c'est les classes. C'est un concept super important. Avec les classes, tu vas pouvoir par exemple utiliser le extend. Par exemple, tu peux créer une classe qui serait statique, que tu puisses transférer dans une autre classe. Donc on va faire extend. C'est vraiment important d'apprendre ça le plus tôt possible, puisque il faut savoir que sur les projets qui sont par exemple en programmation orientée objet, si tu ne connais pas ça, bien souvent dans les descriptions de job ou de mission freelance, c'est pas marqué en fait que le projet est en PO. Donc si tu ne connais pas ça, tu arrives en mission et tu es perdu, tu perds du temps et tu fais pas une forte impression, et ce qui peut se passer, tu te fais virer. Cinquième chose à connaître dans JavaScript, que certainement beaucoup d'entre vous connaîtront, c'est comment faire un async await propre. On n'utilise pas les promesses à l'ancienne, on n'utilise pas le point ven, c'est un truc d'avant ça. Depuis qu'il y a l'async await qui est arrivé, donc je crois en 2017, on n'a plus besoin d'utiliser les points ven. Donc pour faire un async await propre, on fait donc un try catch et on gère aussi l'erreur qu'il peut y avoir dans le catch. On gère l'erreur, c'est important de gérer l'erreur. Beaucoup de développeurs l'oublient, mais en fait c'est important de savoir des fois quand tu as une erreur, d'où elle vient. Comme ça au moins tu peux réparer le problème rapidement. C'est le b.a.-ba pour faire un fetch d'API, quoi. C'est vraiment, tu as besoin de savoir faire ça. Allez, sixièmement, on passe à un grand concept aussi à apprendre avec les classes JavaScript, qui est une grosse part. Il n'y a pas beaucoup de grands concepts comme ça dans JavaScript à connaître, les classes. Et il y en a donc un autre qui s'appelle l'inheritance et le polymorphing, le fait de pouvoir modifier des objets. C'est-à-dire quand vous créez un objet, vous pouvez l'appeler dans un autre objet pour hériter donc de ses propriétés. C'est un concept important dans JavaScript. C'est quelque chose qui peut vous servir dans l'émission parfois. Voilà, peut-être des fois ça peut être pratique d'importer des objets dans les objets pour avoir un code qui est plus maintenable, plus minimal. L'autre concept qui existe dans JavaScript, c'est le polymorphing. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je comprenais pas de quoi ça parlait vraiment. Polymorphing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous modifiez ce que font les fonctions dans un objet, par exemple. Vous pouvez avoir un objet avec des fonctions à l'intérieur, et vous pouvez choisir de modifier ce que vont faire ces fonctions. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez instancier votre objet et vous allez réécrire votre fonction, vous allez la redéfinir. Vous utilisez votre objet, vous tapez getPrototype et ensuite le nom de la fonction ensuite, et donc après vous tapez ce que vous voulez qu'elle fasse à la place, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas très utilisé en projet, enfin ça dépend, ça peut être utilisé. Donc au moins important à connaître. Si un jour vous arrivez dans un entretien technique, on vous demande est-ce que tu sais ce que c'est que l'inhéritance des objets? Voilà, tout simplement, c'est le fait de pouvoir importer les propriétés d'un objet dans d'autres objets, ou alors d'importer des classes dans des classes. C'est le principe d'héritage, d'inheritance en anglais, grand concept de JavaScript.
c'est peut-être même le concept central de JavaScript. Et donc polymorphing, ça veut dire quoi? C'est modifier ce que font les fonctions dans vos objets ou dans vos classes. Huitième chose, que peut-être tu connaissais déjà, mais on va en parler, la différence entre var, let et const. Alors avant, il n'y avait que var, c'est-à-dire qu'on pouvait réassigner une valeur à la variable, mais on pouvait aussi la redéclarer. C'est-à-dire qu'on pouvait changer des variables qui existaient déjà dans notre application, ce qui évidemment créait des fois des bugs qu'on ne repérait pas, et donc ça devenait un peu complexe. Alors, ensuite est arrivé, en 2015 je crois, est arrivé let et const. C'est-à-dire que let, on peut réassigner la variable avec let, et avec const, on peut on peut juste déclarer, mais on ne peut pas redéclarer. Aujourd'hui, dans les applications, on utilise beaucoup const, donc c'est-à-dire que ce sont des variables qu'on ne peut ni redéclarer, ni réassigner. Donc en fait, ça évite d'avoir des bugs. Voilà pourquoi on utilise beaucoup const dans les applications. Et quand on a besoin de pouvoir réassigner une valeur, on utilise let. Et donc var, on l'utilise toujours aujourd'hui quand on veut par exemple pouvoir accéder à une variable de manière globale, sur le scope global en fait. Sur votre fichier, vous avez une variable qui est déclarée quelque part, vous voulez pouvoir y accéder de manière globale. C'est la seule exception à pourquoi on utilise encore var dans les applications, c'est quand on a besoin de pouvoir accéder à la variable de manière globale. Sinon, on utilise toujours const et let. Donc voilà, autre concept à bien assimiler, la différence entre var, let et const. Je sais que parfois on se mélange un peu au début, on ne sait plus qui fait quoi parmi les variables, laquelle est réassignable, laquelle est redéclarable, laquelle est un global scope, on ne sait plus. Important à connaître, typiquement on peut vous poser la question en entretien technique, si vous n'avez pas de réponse, justement les gens vont penser que vous pourriez être sujet à créer des bugs dans l'application, et donc dans ce cas-là, d'un coup, votre valeur aux yeux du recruteur, de la personne qui vous fait passer l'entretien, elle chute forcément beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, ça me donne de la force. J'ai besoin d'avoir de la force, j'ai besoin de votre force. Et éventuellement, laissez un commentaire si vous avez un truc à dire. Je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Julien.